Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Je me présente, je suis Alexandre Jost, le fondateur de la Fabrique Spinoza, le mouvement du bonheur citoyen, et aujourd'hui nous allons parler du vaste sujet de la mesure, de l'engagement, de l'épanouissement des collaborateurs. Et pour cela, eh bien, je vous propose plusieurs temps. Un temps où je vous présenterai la Fabrique Spinoza qui sera court, un temps de réflexion sur le contexte du Covid, un temps sur les intentions possibles pour des mesures à faire dans son organisation, et puis enfin des critères de succès pour que eh bien, cette mesure, cette campagne de mesures en interne dans son organisation se fasse bien. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, eh bien, je vous propose de regarder quelques diapositives qui vont prendre quelques minutes, et puis ensuite, je couperai le diaporama pour avoir un temps qui repose les yeux et voir un visage en grand plutôt que des diapositives. Pour vous dire, eh bien, qui est la Fabrique Spinoza, nous avons été nommés l'un des 12 principaux think tanks français pour faire chic, un laboratoire de réflexion. On regroupe des spécialistes, des sages, des personnes comme Frédéric Lenoir, le philosophe, Mathieu Ricard, Christophe André. Et notre reconnaissance institutionnelle va jusqu'à avoir travaillé avec l'ONU, l'OCDE, le Parlement, l'exécutif des grandes écoles, l'Élysée, etc. Donc on a fait ce qu'il fallait pour être crédible dans le champ étonnant du bonheur citoyen, puisque l'objet social de la Fabrique Spinoza, c'est placer le bonheur au cœur de notre société, et on en a besoin en ce moment. Vous dire en une diapositive supplémentaire ce que l'on fait exactement pour placer le bonheur au cœur de notre société, eh bien tout d'abord, l'explorer et inspirer grâce à des études. L'Observatoire Spinoza réalise des rapports en lien avec le bonheur au travail, le bonheur et la santé, le bonheur et la démarche écologique. Action Spinoza, qui est peut-être plus en lien avec notre réflexion d'aujourd'hui, puisqu'il s'agit d'un cabinet de conseil et de formation qui accompagne pour transformer vers plus d'épanouissement, ou en tout cas pour placer l'épanouissement au cœur du développement des organisations. Et enfin, notre cœur vibrant, eh bien, ce sont les passeurs du bonheur. Ce sont 500 bénévoles qui essaiment le bonheur citoyen sur les territoires. Et ainsi, nous replaçons le bonheur au cœur des consciences, au cœur des organisations et au cœur des territoires. Je vais en une diapositive et après je crois que c'est fini. On pourra être dans un, j'allais dire échange, mais en tout cas dans un contact de visage à visage. Eh bien, les expertises d'action Spinoza, justement la première c'est mesurer. On appelle ça le diagnostic Spinoza, et je vais vous en dire plus aujourd'hui. Former, c'est l'Académie Spinoza qui cherche à outiller pour que les collaborateurs soient capables de favoriser la qualité de vie au travail, développer des compétences psychosociales. Et enfin, eh bien, le dernier objet, c'est la transformation avec Spinoza Conseil. Donc là, c'est accompagner vers une transformation qui soit humaniste, culturelle et finalement, très simplement, qui se passe bien. Alors, j'arrête le diaporama et je suis plus à l'aise de vous parler de Dieu à Dieu pour rentrer dans le vif du sujet. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Eh bien, pour commencer, on pourrait se dire la chose suivante, qui est que est-ce que c'est vraiment opportun d'examiner les risques psychosociaux, d'interroger le bien-être, l'épanouissement en ce moment? Est-ce qu'on va pas juste se faire mal en cette période complexe de crise sanitaire? Eh bien, la réponse, c'est la suivante. On sait que les résultats sont moins bons qu'ils n'auraient été en temps normal, mais c'est justement le moment de le faire. Pour rappel, après seulement quelques semaines de confinement, donc au mois de mars 2020, eh bien 44% des Français se déclaraient être en situation de détresse. De détresse, pas de déprime, de détresse. On parle aujourd'hui de troisième vague sanitaire, de vague mentale. C'est Cynthia Fleury, la philosophe, qui parle de ça. Et au fin novembre 2020, d'après Santé publique France, nous avions quand même 2 tiers des Français qui connaissaient des troubles du sommeil,
Je pense que ça nous parlera les uns les autres assister à ce webinaire, malheureusement. Et puis, 22,6% des Français qui se déclaraient être en état de dépression. Et donc ça, ce sont des mesures faites par Santé publique France, donc qui ne sont pas sujettes à caution. Donc tout ne va pas si bien, malgré le joli fond rouge qui nous rassemble aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, c'est le moment de comprendre véritablement et d'objectiver comment vont les collaborateurs pour agir derrière. Alors, c'est pas un exercice qui est aussi agréable que si on était dans une période faste de 30 glorieuses ou de développement économique, comment dire, de folie légère, mais c'est important aujourd'hui. Et nos antennes et nos oreilles grandes ouvertes de la Fabrique Spinoza nous font entendre de chefs d'entreprise qu'il faut le faire en ce moment, que pour pouvoir détecter des situations de détresse et surtout agir, eh bien, il faut le faire. Alors, ayant dit cela, malgré tout, pourquoi donc là, on a dit pourquoi en un seul mot. Je vais répondre à une deuxième question, c'est pourquoi. Quelle est notre intention derrière une mesure? Une mesure de RPS ou de bonheur au travail? Eh bien, il y a différentes réponses possibles, et l'une d'entre elles, c'est transformer l'organisation. Au-delà du fait que les collaborateurs n'aillent pas si bien en ce moment, on peut mesurer en se disant, eh bien, j'ai pour objectif de comprendre mieux ce qui se passe dans mon entreprise, dans mon association ou autre, et voir sur quoi agir pour la transformer. Est-ce que c'est le management? Est-ce que c'est les relations humaines? Est-ce que c'est la gouvernance? Qu'est-ce que je vais changer? C'est une première intention possible. Une autre intention, ça peut être, eh bien, pour l'image, d'obtenir un trophée. Vous avez des prestataires qui proposent des labels, des trophées, des prix, et à la fin, vous pouvez dire vis-à-vis du monde extérieur, regardez, on est une organisation où il fait bon vivre, où il fait bon travailler, et c'est une fierté en interne, et puis c'est surtout une belle image à brandir en externe. Vous pouvez le faire aussi, et c'est la motivation qui nous touche le plus à la Fabrique Spinoza, évidemment, puisque pour Spinoza, être heureux, bien agir, et l'essence même de l'homme, eh bien, pour nous, c'est tout simplement faire en sorte que les hommes et les femmes aillent bien, agir pour le bonheur au travail. Et donc, cette intention-là, elle est évidemment servie par une analyse précise de ce que disent les collaborateurs et ce qui fait qu'ils vont bien ou qu'ils vont moins bien. Et puis, une dernière raison qui est importante d'un point de vue économique et qui pour nous doit être de second ordre, mais qui est vraiment importante pour autant, eh bien, c'est l'engagement, la productivité. On peut mesurer, on peut faire une mesure du climat social de l'entreprise, et puis avec pour intention d'augmenter la productivité, l'engagement des collaborateurs. Là-dessus, notre point de vue à la Fabrique Spinoza, c'est qu'il est plus vertueux de viser l'épanouissement, le favoriser, et en conséquence, eh bien, que les gens travaillent mieux, soient plus créatifs, etc., plutôt que de viser eh bien, directement la productivité, à la fois pour des raisons éthiques, pour des raisons morales, mais aussi pour des raisons d'efficacité, parce que les collaborateurs sentent quelle est l'intention sous-jacente, et donc être vertueux et humaniste, c'est très engageant pour les salariés. Alors, sur cette question de l'intention, une manière de faire pour la déceler, parce que dans une entreprise, on peut croire savoir pourquoi on fait les choses, et finalement, eh bien, que ce soit pour des motifs inconscients, un peu comme les êtres humains, eh bien, il y a des exercices qui peuvent être faits, hein, on en a animé auprès de nos clients une filiale d'Orange, qui est de faire répondre à des dirigeants, des RH, direction générale, via un atelier, à la question «Je serais heureux si» ou «Mon organisation serait une organisation de rêve si». Et en répondant à cette question, on peut déceler la motivation profonde pour mesurer ce qui se passe dans son entreprise. Alors, j'ai quand même glissé en vous parlant là un présupposé. On va quand même y réfléchir 2 secondes ensemble. J'ai dit, si les collaborateurs sont heureux, alors il y aura plus d'engagement, plus de performance. On peut quand même prendre un petit moment pour regarder ça. La neuroscience le prouve, la psychologie, tout va dans le sens de dire que quand on est stressé, on se réfugie dans son cerveau reptilien, la colère, la fuite, la prostration, et on est finalement cognitivement diminué, on est une version rabougrie de soi-même,
Et inversement, quand on se sent bien, on est une version augmentée, on est en pleine puissance. Spinoza dit la joie est l'atteinte d'un degré de perfection supérieur de soi-même. Et vous voyez, là, je commence à sourire auprès de vous, donc je me sens mieux, et j'espère que je vous entraîne et je vous engage plus. Et donc, derrière cela, les études suggèrent que être heureux, bien au travail, c'est être plus créatif, c'est mieux communiquer, c'est plus engagé, c'est être plus analytique, et c'est également, vu le salon auquel nous participons, c'est être en meilleure santé. Donc tout ça va dans le sens de dire qu'effectivement agir et donc mesurer le climat social pour le bonheur au travail, c'est vertueux pour la performance de l'organisation. Alors vous me direz, certes c'est de la science théorique, mais est-ce qu'on l'observe? Ben oui, en remontant à quelques dizaines d'années, à 15 ans environ, eh bien, vous avez l'entreprise Zappos qui avait adopté comme eh bien, devise, on va dire, Deliver Happiness, donc à la fois livrer du bonheur ou délivrer du bonheur à l'anglo-saxonne. Et le patron de cette entreprise avait choisi cette vision-là en se disant que c'était la seule chose qui importait et que, en conséquence, les clients seraient satisfaits et non pas dans l'autre sens. Et puis peut-être, si on veut se dire, tout ça c'est encore la parole d'un individu qui est peut-être un gourou, est-ce qu'on peut l'objectiver encore mieux? Eh bien, je suis assez inspiré par le fonds d'investissement Sycomore qui a établi un portefeuille d'actions qu'ils ont appelé Happy at Work en sélectionnant des entreprises uniquement sur le critère de l'épanouissement. Alors avec des méthodologies très complexes et très fouillées derrière, et on s'aperçoit 18 mois après la création du fonds, eh bien que ce portefeuille d'actions est en surperformance par rapport à des entreprises, un indice de référence, un l'Eurostoxx 200, de 15%. On est donc en train de dire que le simple fait de sélectionner des valeurs boursières sur la base de l'épanouissement des collaborateurs, eh bien, est suffisant pour voir une performance financière supérieure. Et ça, c'est vraiment important. Donc, tout ça vient alimenter la grande question de quand je lance une campagne de mesure, quelle est mon intention et cela dessine derrière ma communication, les questions que je choisis et ainsi de suite. Alors, ayant dit cela, eh bien, que vous dire? Comment faire en sorte que la démarche soit un succès? En jargonnant, on parle de KPIs, hein, les fameux KPIs, les Key Performance Indicators. Et donc, j'en ai listé quelques-uns pour nous aujourd'hui. Le premier, c'est lorsque vous dessinez eh bien, votre questionnaire, votre sondage, votre baromètre, avoir une architecture qui soit solide, qui soit robuste. Et vous pourrez aller examiner un des baromètres réalisés non pas au travail, mais au sens large dans la vie, qui s'appelait le PIB du bonheur par la Fabrique Spinoza en 2016 et en 2017. Vous verrez que on avait adopté une structure d'indicateurs pour mesurer le PIB du bonheur, très claire, qui était d'abord l'état psychologique et intérieur des individus, leur approche culturelle, on pourrait dire. Donc, on l'avait appelé, je crois, le fonctionnement de l'individu. Donc, on avait interrogé des Français pour savoir s'ils étaient optimistes, confiants, s'ils avaient tendance à tourner leur regard vers le passé, leur relation au temps, ce genre de choses. Et en même temps, deuxième volet de l'indicateur, eh bien, on avait examiné des déterminants objectifs de la vie, l'environnement de vie. Je vais terminer de partager ça et ensuite la lumière va se remettre. Voilà, très bien. Deuxième volet de l'indicateur, deuxième étage, l'environnement de vie, donc l'éducation, la santé, le travail, les loisirs, les revenus. Et enfin, eh bien, le bonheur résultant de tout cela, c'est-à-dire la joie ou la colère ou le stress, le sens dans sa vie. Et donc une telle architecture, l'intérieur de l'individu, son fonctionnement, plus l'extérieur, l'environnement de vie, donne en résultante son bonheur réel, sa joie, son stress. Et donc une structure comme celle-ci, elle est claire, elle permet une analyse, et elle est plus puissante qu'avoir une mesure qui serait simplement 40 questions les unes à la suite des autres, sans architecture. Donc voilà quelque chose que je partage avec vous, un premier critère. Un deuxième critère pour bien effectuer une campagne de mesure en interne, eh bien, c'est
de s'appuyer sur des éléments scientifiques. Nous, la Fabrique Spinoza, on tire une fierté, non pas d'être des chercheurs, mais d'aller chercher des éléments scientifiques, eh bien, pour alimenter nos travaux et être aussi robuste que possible. Et là-dessus, on a cette donc fierté d'être des spécialistes de la mesure du bonheur, à la fois à l'école, entre les hommes et les femmes, dans les villes, au niveau national, au travail. Et ces fondements-là, ces études nous permettent derrière d'aller chercher des questions qui mesurent bien ce que l'on croit mesurer. Je vais prendre un exemple. Si vous cherchez à mesurer eh bien, la joie de vos collaborateurs ou leur stress, si vous leur demandez est-ce que vous avez été stressé cette dernière semaine, eh bien, vous allez vous adresser à leur capacité de remémoration. Alors que si vous leur demandez s'ils ont été stressés ce jour ou la veille, éventuellement les 2 derniers jours, alors vous faites appel vraiment aux émotions sans passer par la remémoration. C'est-à-dire que l'émotion est encore suffisamment présente pour que la réponse soit directe et fiable, alors que si vous interrogez la semaine passée, alors en fait, le collaborateur répond à une question différente, qui est une appréciation plus globale de son travail. Voilà, c'est un exemple. Donc s'appuyer sur des éléments scientifiques, voire aller chercher des questions qui sont déjà établies par la science comme étant robustes, comme étant valides. Troisième grand élément, pour que cette mesure se passe bien, eh bien, la communication. Communiquer, c'est important, communiquer en amont, communiquer pendant la campagne, communiquer après. Surtout ne pas être déceptif au sens anglais du terme et promettre des choses qu'on ne tiendrait pas. Ou laisser dans le flou l'intention et la démarche. L'un de nos clients, on les a conseillés au point que sur ce sujet, la directrice générale eh bien, tourne une vidéo de quelques minutes pour expliquer son intention et que cette vidéo soit partagée à plusieurs milliers de collaborateurs. La langue, troisième critère ou quatrième critère, la langue. Eh bien, la langue, le langage, c'est important. C'est ce qui fait que des collaborateurs vont se retrouver ou pas dans un questionnaire qu'on leur adresse. Il est donc important de bien choisir le champ lexical, de ne pas dire manager si dans votre organisation on dit chef ou on dit supérieur hiérarchique, être attentif à ces mots pour ne pas avoir un questionnaire qui est plaqué de l'extérieur et qui finalement dans lesquels dès la phase de réponse les collaborateurs ne se retrouvent pas. Un autre enjeu ou peut-être un autre exemple sur la culture, vous pouvez être dans une entreprise qui est plutôt sensible aux enjeux de bien-être, d'épanouissement, et vous pourrez avoir un langage plutôt positif, ou alors vous êtes dans une organisation qui est plutôt averse au risque, défensive, et dans ce cas, vous pourrez aller vers des mots qui sont plus les risques psychosociaux ou autres. On conseille, nous, Fabrique Spinoza, d'aller plutôt vers un langage positif, car celui-ci, finalement, à qualité d'analyse égale, eh bien, permet de rendre l'expérience plus agréable. Comment dire? Vous savez, c'est un peu comme avec des amis. Si vous demandez à des amis qu'est-ce qui va pas, vous avez une réponse qui est plus fournie que si vous leur demandez comment vas-tu ou à la question comment vas-tu qui est ouverte ou alors qu'est-ce qui va bien en ce moment. On a évidemment à la fois on peut arriver en creusant à trouver les mêmes causes, les mêmes raisons, à comprendre ce qui se passe chez son ami, mais la question de départ a son importance pour lancer la tonalité de l'échange. Et c'est pareil pour un baromètre. Si vous voulez éviter de vous faire mal, alors au minimum, équilibrer les questions positives et les questions négatives. L'air de rien, en vous parlant de cela, j'ai fait une supposition. J'ai fait une supposition qui était que vous auriez envie de choisir de bâtir un baromètre, un sondage sur mesure. Alors, à débattre. À débattre parce que si ce que vous cherchez à faire, c'est d'avoir une comparaison avec d'autres organisations, alors vous avez plutôt intérêt à choisir un outil qui est déjà bien établi, qui a toujours les mêmes questions et qui vous permet donc de vous comparer à d'autres, voir à un secteur, voir à la nation. Et inversement, si vous avez envie d'avoir quelque chose qui ressemble vraiment à votre problématique, à votre enjeu, et que vous souhaitez vous transformer et non pas établir que vous êtes les meilleurs, alors vous avez plutôt intérêt à choisir un outil sur mesure. On est en travail avec la Poste, avec le président de la Poste directement, qui souhaitait un baromètre sur le mieux
vivre au travail, il y a quelques années, eh bien, il avait souhaité rajouter un volet sur l'excellence opérationnelle. Et donc, cette enquête interne qui est sur comment vont les agents au travail devient une enquête qui interroge aussi sur eh bien, la qualité du travail, ou en tout cas la vision de l'excellence opérationnelle. On a aussi vu un OPCO qui, auprès de nous a interrogé sur eh bien, la transformation culturelle. Dans quelle mesure est-ce que les collaborateurs arrivent à vivre positivement les transformations culturelles à l'œuvre dans l'entreprise? Donc, l'intérêt de faire bâtir un outil sur mesure, c'est de se centrer sur épanouissement, engagement, mais de pouvoir rajouter des modules sur des sujets connexes qui sont importants. Que dire d'autre? On peut avoir une tentation un peu maligne d'interroger les choses qui vont bien et de glisser sous le tapis ce qui ne va pas très bien dans l'entreprise. Ça n'est pas notre recommandation, et si vous aviez envie de travailler avec la Fabrique Spinoza ou avec Action Spinoza, nous le refusons. Nous le refusons à la fois pour des critères éthiques, mais aussi parce que de toute façon, ça ne vous rend pas service. L'un de nos anciens clients nous a un jour demandé s'il fallait vraiment poser une question sur les rémunérations dans le sondage. Ah bah tiens. Et notre réponse, ça a été que, premièrement, eh bien, il fallait le faire pour des raisons de transparence. Deuxièmement, qu'ils allaient se tirer une balle dans le pied avec leurs organisations syndicales, qui viendraient voir en disant non mais attendez, vous vous moquez de nous, vous avez oublié quelque chose. Et troisièmement, que le salaire est, sauf pour les gens qui ont des très basses rémunérations, en général une valeur refuge, et que finalement, quand les gens se plaignent de leur rémunération, ou en tout cas quand ils se plaignent beaucoup, parce que généralement les gens sont insatisfaits de leur rémunération, eh bien quand ils sont très insatisfaits, cela révèle un mal-être sur d'autres éléments qui sont plus profonds, qui sont le sens, qui sont les relations humaines, qui sont le travail lui-même. Donc interroger sur la rémunération, c'est aussi un symptôme d'autre chose, et c'est donc utile de le faire. Donc viser l'exhaustivité et ainsi avoir de quoi eh bien, examiner tout ce qui est important dans l'entreprise et qui peut être transformé. Quand je parle d'exhaustivité, d'ailleurs, je vais vous projeter en une diapositive eh bien, une matrice que l'on utilise à la Fabrique Spinoza, qui est extraite d'un de nos rapports et qui s'interroge sur les grands déterminants du bien-être au travail. On en définit 12. La nature du travail, l'organisation du travail, les processus, le management, évidemment, ça tombe sous le sens particulièrement au temps du télétravail, pour ceux qui peuvent le faire, la relation au temps, l'urgence, le rythme, le tempo, le cadre de travail, au sens large, la lumière, vous avez vu, je suis donc dans un environnement rouge et avec une belle lumière artificielle sur le visage, communication, vous comprendrez cet élément-là, entre les individus, la sécurité de l'emploi, est-ce que j'ai le sentiment, est-ce que j'ai de la confiance quant à l'avenir de mon entreprise, mais aussi de mon poste lui-même, les relations humaines, la gouvernance, c'est-à-dire la manière dont les décisions sont prises et l'information est partagée, l'éthique et les valeurs, particulièrement important en ce moment, et a fortiori pour les jeunes générations, la formation que je reçois et les perspectives que j'ai, et enfin l'équilibre vie privée, vie professionnelle. Je pense que les confinements ou les pseudo-confinements successifs nous ont fait nous interroger sur ces choses-là. Et donc, ces trois grands axes, travail, en gris en bas, conditions de travail, et les valeurs et les aspects humains, eh bien, nous permettent, in fine, d'avoir une vision globale de ce qui fait que l'on est bien ou pas au travail. Je reprends le fil de ma pensée, donc avoir une architecture scientifique, être exhaustif. Peut-être que j'ai été dans la simplification extrême quand je vous indiquais qu'il y a à choisir entre deux options qui sont un questionnaire tout fait et comparable et un questionnaire sur mesure. J'aimerais nuancer en disant que on peut avoir un tronc commun de questions
qui est comparable avec d'autres entreprises, un secteur, et des questions qui sont spécifiques à son organisation, ce qui permet d'avoir le beurre et l'argent du beurre. Euh, un point important, j'ai parlé de syndicats tout à l'heure, euh, la co-construction. Votre indicateur, votre baromètre, selon comment vous l'appelez, eh bien, vous pourriez avoir la tentation, avec quelques esprits brillants de l'organisation, de le bâtir. En fait, l'intelligence la plus belle, la plus engageante, c'est celle qui est partagée entre plusieurs individus. Et donc, vous serez amené à choisir, à minima, de créer un comité de pilotage avec des représentants de différentes branches au métier de votre organisation, ou plus largement de mobiliser les collaborateurs pour savoir ce qui est important pour eux et en conséquence bâtir le baromètre sur cette base-là. Je fais un petit pas de côté pour vous dire que en Angleterre, en 2000, je dirais en 2011, c'est David Cameron, quand il était Premier ministre, qui a lancé un programme qu'il appelait National Wellbeing Program. Et ce programme national du bien-être, il a interrogé pendant 18 mois 200 000 foyers anglais pour savoir ce qui comptait pour eux. Et en récoltant ces réponses, il a ensuite bâti un indice national du bien-être en Angleterre, qui n'a pas été utilisé par son successeur. Mais voilà, donc tout ça pour dire que le degré de co-construction est essentiel parce qu'il participe à l'appropriation des résultats et il évite de poser un résultat qui soit finalement qui n'engage pas les collaborateurs. Euh, accompagner. Accompagner lorsqu'il y a besoin les collaborateurs et en particulier les managers dans les phases de restitution. Ça peut être extrêmement difficile si les résultats sont présentés au niveau des équipes ou au niveau des départements ou des services. Tout d'un coup, d'être le manager qui dit à ses équipes, voilà ce que vous avez dit de manière anonyme, et en creux, finalement, révéler que l'opinion de l'équipe à son encontre n'est pas très favorable. Se présenter à son équipe en disant vous avez dit que vous n'étiez pas heureux avec moi, c'est pas lié qu'à moi, mais quand même, ou je suis pas un bon manager, ça peut être violent. Donc nous, on recommande, et on l'a déjà fait auprès de certains clients, de prévoir du coaching auprès de managers, de telle sorte à ce qu'ils puissent être accompagnés psychologiquement en amont de la restitution, ou le jour J, avec quelqu'un pour la restitution des résultats, et désamorcer une éventuelle violence de langage, ou violence symbolique, en lien avec les résultats. Peut-être un avant-dernier conseil ou clé de succès, eh bien, c'est on pourrait voir la mesure du bonheur au travail comme l'aboutissement, enfin, comment dire, quelque chose tourné vers un objectif très simple qui est une photo à la fin. En fait, non. C'est un peu comme la vie. La vie, c'est pas une destination, c'est un chemin. Et donc, mesurer le bonheur au travail, c'est la même chose. C'est un processus. Se dire qu'on est les yeux rivés sur une photographie à obtenir du climat de l'entreprise, c'est se tromper. En revanche, se dire qu'on a un processus qui nécessite plusieurs étapes, du cadrage, de la co-construction, de la, comment dire, une campagne de questions, d'une analyse de la communication, etc. Là, ça commence à être intéressant. Parce qu'à chaque étape, vous avez un coup d'avance, vous pouvez vous poser la question, quelle est l'intention, quelles sont mes ressources, et comment je tire parti de ce processus pour me mobiliser, pour engager. Un baromètre qui ne prendrait pas ça en compte pourrait être chemin faisant, démoralisant. Alors qu'inversement, ça peut être un outil pour dire à chaque étape, nous sommes une organisation qui s'intéresse à comment vont les collaborateurs et nous vous le prouvons. Ça fait un lien avec une dernière idée que j'ai envie de partager avec vous et je vais vous présenter une avant-dernière diapositive. Alors c'est très difficile pour moi de faire deux choses à la fois, donc je viens de réafficher la diapositive et je lance le partage d'écran et ça devrait le
se produire d'ici quelques instants. Eh bien, voici donc une diapositive qui présente ici des grandes phases. Les grandes phases de notre démarche au sein d'Action Spinoza sont donc un cadrage, d'une administration d'un outil sur mesure, une analyse de données et enfin une restitution avec derrière, très important, eh bien, l'émergence de solutions et de plans d'action. Sinon, à quoi bon eh bien, agir, enfin délivrer un questionnaire. Cette diapositive, je vous l'ai montrée, mais c'est celle immédiatement après qui m'importait. Tout cela peut être fait avec de la joie. Je pense que vous sentez dans mon ton et sur mon visage que nous avons une marque de fabrique au sein d'Action Spinoza. Nous pensons que un processus qui s'interroge sur comment vont les collaborateurs serait absurde si, chemin faisant, il ne distillait pas de la joie, de la convivialité, de l'optimisme. Et a fortiori en ce moment où on en a besoin. Et vous voyez donc sur les frimouses de consultants experts à la Fabrique Spinoza, chez des Béatrix, des Laetitia, ou moi, d'ailleurs encore avec un fond rouge, on cherche vraiment à se tourner dans cette direction-là. Donc voilà quelques grands facteurs de succès pour une démarche de mesure. Et je vais terminer par un dernier moment qui va peut-être durer 5 minutes environ, 5-10 minutes, pour se dire, alors, on a regardé les critères du succès, on s'est interrogé sur l'intention qu'on avait, mais in fine, quand même, il y a beaucoup d'outils sur le marché, beaucoup d'approches. Comment est-ce que je choisis? Alors, là-dessus, j'ai eu envie de vous présenter une taxonomie, comme on dit dans le monde de la zoologie, eh bien, donc une exploration des différentes espèces animales de baromètres et de mesures. Le premier, c'est une approche photo, une approche photographique. Et donc là, vous avez un baromètre qui est complet, complexe, quelque chose comme peut-être Great Place to Work. Et là, ce que vous cherchez à faire, c'est prendre une photo de comment se porte l'organisation à un moment donné. Le paradigme sous-jacent, c'est de déclencher un plan d'action pour transformer l'entreprise. Sur la base des résultats, en co-construction, imaginer des actions, les mettre en œuvre, etc. C'est quelque chose qu'on a fait avec l'un de nos clients qui s'appelle Weldom, une très belle entreprise. Et un petit tips que je partage en passant, c'est que dans une approche comme celle-ci, il y a un bonus qu'on peut apporter, c'est de transformer l'analyse des résultats en un récit. Est-ce que à la fin, quand vous voyez cette photo, vous êtes capable de dire ce qu'il est en train de se produire? Est-ce que vous avez senti suffisamment l'organisation dans votre analyse pour produire un résultat? Dans l'exemple de Weldom, j'espère pas être indiscret en disant ça, ils allaient très bien quand on a fait l'enquête, et ce qui apparaissait, c'est que c'était une organisation qui donnait beaucoup d'autonomie aux collaborateurs, qui les faisait monter en compétences, qui déléguait, qui avait une marque humaine très forte, et qui parfois, s'il devait y avoir un point de vigilance, eh bien, devait être attentif à ne pas les délaisser, c'est-à-dire glisser de manière subreptice de l'autonomie à l'abandon. Voilà, ça c'est un récit qui est intéressant parce que cette histoire peut être appropriée par les managers, par la direction, pour être vigilant et aller au-delà d'un simple tableau avec des pourcentages de gens contents, pas contents sur telle ou telle métrique. Donc voilà une première approche, donc des outils barométriques, qu'une enquête qui est réalisée une fois par an, tous les 2 ans, tous les 6 mois. Une autre approche très différente, c'est une approche qui s'appuie sur les émotions. Donc là, cette fois-ci, vous avez choisi un outil qui permet on parle parfois de manager par les émotions. Donc là, vous avez par exemple Davidson Consulting, qui a des outils qui permettent à des collaborateurs au quotidien de dire comment ils se sentent via quelques questions ou quelques smileys. Mais s'ils sont des smileys, il ne faut pas le décrédibiliser. L'important, c'est d'avoir à une fréquence très rapprochée un signal des collaborateurs pour s'apercevoir que personne ne lâche la rampe. Et l'intérêt de cette approche, c'est d'avoir des cycles de réaction qui sont très rapides. C'est-à-dire, ah, tiens, là, ok, dans tel service ou à tel endroit, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut agir maintenant avant que quelqu'un ne décroche, ne soit en arrêt maladie. Dans cette lignée,
sont aussi des organisations qui mettent en place des météos intérieurs ou des flash météo où les collaborateurs, en début de réunion, eh bien, sont invités à dire comment ils se sentent, à dire est-ce qu'aujourd'hui je suis soleil, est-ce que c'est la tempête, qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Peut-être pour donner du crédit à cette approche, se rappeler que dans la Harvard Business Review version française, mon adjointe Amélie Mott était interviewée sur l'intelligence émotionnelle et elle citait le cabinet Hayes pour qui 85% des compétences du manager d'aujourd'hui ou de demain, enfin de demain pour faire chic, eh bien, sont liées non pas à l'intelligence synthétique analytique, mais à l'intelligence émotionnelle. Et donc, aller interroger les émotions des collaborateurs de manière régulière, c'est important et c'est un vrai signal qui permet de réagir. Troisième approche, il y en a quatre. Troisième approche, c'est celle de l'engagement. Se dire, je vais choisir un outil qui suscite par son utilisation même l'engagement des collaborateurs, sa mobilisation. Et là, ce sont nos amis de Happy Quest qui ont une approche intéressante. Leur idée, c'est d'utiliser le paradigme des communautés et se dire que via une application, ou bien sur ordinateur, ou bien sur smartphone, on peut au quotidien répondre à quelques questions. On peut également se rassembler avec des communautés de gens, échanger des informations. Et on peut enfin relever des défis liés à l'épanouissement au travail, qui permettent de franchir des caps, des niveaux, avoir des récompenses et franchir des niveaux comme dans des jeux vidéo. L'intérêt de faire ça, c'est que en gamifiant l'approche, vous récoltez des résultats, mais en même temps, vous engagez. Vous faites progresser et vous engagez. Et dans ces cas-là, les enjeux sont d'avoir des référents qui permettent de disséminer cette application en interne, d'avoir un petit peu d'animation pour faire prendre la mayonnaise. Chez l'un de nos clients HEP, on a même été jusqu'à avoir un collaborateur, enfin un consultant, une consultante de chez nous, placé à tiers-temps ou mi-temps pendant quelques temps pour initier une animation, envoyer des newsletters, faire prendre la mayonnaise sur la dynamique de qualité de vie au travail, afin qu'ensuite ils puissent le faire par eux-mêmes. Et là, l'enjeu, c'est de voir la progression de son organisation. Et enfin, une dernière approche, eh bien, une approche plus globale, c'est de se dire, passer par des outils qui sont au cœur même du travail. Et on a rencontré récemment une startup qui s'appelle Team Smart, qui est intéressante parce que eux, leur approche, c'est d'avoir une plateforme qui permet de rassembler aussi bien des éléments liés à la communication que des éléments qui sont liés au fait de fédérer les collaborateurs, des éléments qui sont liés à l'organisation du travail, organisation des tâches, et enfin des éléments qui sont liés des tips sur la qualité de vie au travail. Et dans ces cas-là, vous avez en un endroit une plateforme, un outil qui vous permet de répondre à plusieurs besoins, communication, échange, esprit d'équipe, organisation et mesure via des sondages. Voilà, donc ça vous donne un petit peu une idée. Pour conclure, je dirais que je bouclerai avec mon propos initial. En ce moment, on est quand même réticent à aller creuser et regarder ce qui ne va pas. Vous connaissez le proverbe anglais, hein, What is not measured is not managed. Ce qui n'est pas mesuré n'est pas managé. Et donc en ce moment, pour des enjeux de performance, mais surtout pour des enjeux humains, on en a besoin. Et à nouveau, soyons vraiment attentifs à aller de prendre des directions qui, chemin faisant, eh bien, génèrent de l'épanouissement. Parce que, en plus d'avoir des vies complexes, eh bien, si on peut imaginer des processus, des grands chantiers dans l'entreprise qui apportent de la joie, eh bien, il faut le faire. Je vous remercie pour votre écoute et je viens d'afficher à l'écran une diapositive avec les contacts de Géraldine Dupré, qui est notre directrice de la relation, que vous pouvez joindre par mail ou par téléphone si vous voulez en savoir plus. Je vous remercie pour votre écoute. C'est pas facile d'être tout le temps en visio. Prenez soin de vous et à bientôt. Je vous remercie.